Bonjour Delphine, ravie de Bonjour. vous accueillir sur ma chaîne pour cette première interview. Je suis super contente que vous ayez accepté l'invitation. Alors, juste pour rappeler, vous êtes psychologue et vous avez lancé votre start-up C'est ça, Synergie. On en parlera certainement dans cette interview. Et puis, vous êtes très actif sur les réseaux, notamment TikTok c'est et vrai. Insta, Mhm. où je vous ai découvert. Donc, je vous ai découvert sur TikTok à la base, puisque je me suis lancée un peu sur TikTok. Et D'accord. je trouvais que le contenu était vraiment, comme je vous disais, très pédagogique et de qualité. Donc, j'ai eu envie d'en savoir plus Très sur bien. vous. Merci, c'est gentil. Euh, et du coup, moi, pour commencer cette interview, la question fatidique de qui suis-je, qui êtes-vous, Delphine, comment vous présentez-vous? Parce que je vous ai présenté, mais vous, comment vous définirez-vous? Eh ben oui, c'est ça, je suis psychologue. Alors moi, je suis spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Donc, ce sont des thérapies qui sont validées scientifiquement avec un rapport collaboratif. Donc, on est sur des thérapies qui sont assez concrètes avec des objectifs, de l'évaluation au fur et à mesure de la thérapie. Du coup, on essaye de rendre le patient expert de sa problématique. Donc, on fait beaucoup de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Donc, on va lui expliquer de manière assez simple et concrète les mécanismes de sa problématique. Et donc, c'est vrai que c'est aussi comme ça que j'ai souhaité me lancer sur les réseaux sociaux pour permettre à d'autres personnes de bénéficier en fait de ces explications assez simples et concrètes. Et j'ai donc créé une application l'année dernière de psychothérapie par chat vidéo pour rendre la psychothérapie accessible à tous. D'accord. Ah oui, du coup, j'avais pas ça en tête, que c'était vraiment une démarche pour éduquer entre guillemets le patient et que le patient est acteur en fait de sa guérison. De ce Oui, c'est dont- ça. En TCC, c'est vraiment ça. On essaye vraiment de donner les clés aux patients. Par exemple, je ne sais pas, un patient qui a une phobie, on va lui expliquer comment se crée la phobie, on va lui expliquer ce qui se passe dans son corps lorsqu'il commence à paniquer, on va lui expliquer le principe d'exposition, pourquoi c'est important de petit à petit désobéir à sa phobie et de se confronter progressivement. On va vraiment tout lui expliquer pour que ensuite ça devienne, enfin, qu'il puisse devenir son propre thérapeute. Et ça, c'est vraiment le but de les rendre, oui, de les rendre acteurs de la thérapie, quoi. Et c'est vrai qu'en milieu ou en fin de thérapie, c'est plus le patient qui fait le boulot. Il me dit, ouais, là, cet exercice-là, c'était un peu trop facile. Je suis passée à l'exercice d'après parce qu'il a compris tout le mécanisme qui sous-tend sa phobie. Voyez. Donc, c'est vraiment hyper intéressant pour le patient d'être dans cette position-là. On est vraiment en train d'avancer ensemble. Donc, c'est un rapport vraiment de collaboration. Et comment vous en êtes venu à cette spécialisation? Est-ce que ça a été dès le départ que vous avez choisi ça ou c'était... Alors, j'ai fait le DU de thérapie cognitive et comportementale en même temps que mon M2 de psycho. Donc, c'est vrai que je savais que c'était les TCC qui m'intéressaient beaucoup. Justement, grâce à leur approche concrète, je trouvais ça tellement chouette de pouvoir, comme ça, en peu de séances, parce que ce sont des thérapies qui sont assez courtes aussi, en peu de séances, donner des outils. Parce que moi, je me vois vraiment comme quelqu'un qui va donner des outils au patient, lui apprendre à les utiliser. Et après, le patient, il va préférer un outil plutôt qu'un autre et il se fait sa propre boîte à outils. Et du coup, ça lui donne beaucoup de liberté ensuite sur comment gérer ces problématiques. D'accord. Et du coup, ça explique aussi donc le lien avec la start-up que vous fondez Oui, oui, c'est pour... ça. Ouais, avec la start-up, en fait, c'est vraiment, on s'adresse à un autre public, aux gens qui n'ont pas franchi le cap d'aller chez le psy, peu importe les raisons. Peut-être c'est une raison de moyens, peut-être c'est une raison de temps ou de la difficulté finalement, parce que ça fait peur d'aller chez le psy. Donc c'est vrai que l'application, elle était prévue pour ça au départ. J'ai eu l'idée, en fait, il y a 2 ans, parce que j'avais suivi une jeune fille qui souffrait d'un mutisme sélectif. Donc, elle ne pouvait pas parler à certaines personnes.
Et notamment en séance, elle ne pouvait pas me parler. Donc, on avait essayé d'écrire sur un papier, on avait essayé plein de choses, sortir de la pièce, faire un audio, je rentre dans la pièce, mais c'était vraiment compliqué. Et donc, je lui avais proposé des visios. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en visio, elle n'arrivait pas à me parler non plus. Donc, très rapidement, elle s'est mise à taper pendant la visio. Et moi, j'étais filmée, donc je lui répondais en direct. Et là, je me suis dit, tiens, pour les patients comme ça qui souffrent de mutisme sélectif, d'anxiété sociale ou même qui ont un trouble panique avec ou sans agoraphobie et qui ne peuvent plus sortir de chez eux, ça pourrait être intéressant de faire comme ça une thérapie asynchrone, c'est-à-dire le patient, lui, il écrit quand il veut et le psy lui répond par des capsules vidéo personnalisées en un jour ouvré, enfin dans la journée, quoi. Donc Super c'est comme intéressant. ça c'est comme ça que m'est venue l'idée. C'est du terrain que naissent souvent les plus belles idées. Et du C'est coup, ça ça. fait combien de temps que c'est lancé et ça fait combien de temps que vous avez lancé ça? Alors, on travaille dessus depuis 2019. Il y a eu une grande phase de bêta-test fin d'année 2019 jusqu'à été 2020, où là, j'ai suivi des patients gratuitement, un peu pour roder la procédure, enfin, oui, Le MPV, comme on dit. c'est ça. Voir si, et puis surtout vérifier si l'alliance thérapeutique, c'est le lien très particulier qui se crée entre le patient et son psy, se crée avec cette forme de communication et voir si c'était efficace également, hein, voir si ça permettait d'être aussi efficace qu'en cabinet. Donc il y a eu presque un an, oui, de bêta-test et on a lancé vraiment la version, la V1 en été 2020. Et du coup, on entend justement beaucoup de critiques. Moi, j'entends souvent que ce soit moi j'appelle les gardiens de l'âme, donc que ce soit des psys ou des coachs ou des personnes qui sont dans l'accompagnement, qui justement sont très hostiles par rapport à la technologie, en disant le lien interpersonnel qu'on peut avoir en face à face ne peut pas se créer à travers l'écran. Et du coup, de ce que vous avez expérimenté, c'est faux. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est différent? Le lien est différent ou que vous avez retenu de Euh, cette phase? ouais. Alors là, moi, j'ai une stagiaire cette année, justement, qui est en train de me faire une étude pour voir s'il y a de l'alliance thérapeutique, si elle est différente en cabinet. Donc, je n'ai pas d'études ou vraiment de matière chiffrée sur ça, pas encore. À la fin de l'année, j'en aurai, mais pas encore. Moi, ce Mais que je peux dire… l'intuition, ouais, Comment? Pardon? l'intuition que vous avez. Oui, voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que s'il y a de l'alliance thérapeutique qui se crée, alors pour moi, elle est différente dans le cabinet pour le psy parce que moi, je ne vois pas les patients. C'est-à-dire que je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Des fois, je ne connais même pas leur prénom parce qu'ils ont un pseudo. Mm. Donc, mais je les connais. Je sais, par exemple, que ce patient-là, je connais son fonctionnement et je dirais qu'il y a une alliance thérapeutique qui se crée quand même. Et du côté patient, vraiment, l'alliance se crée. Déjà, moi, je trouve que si vous êtes sur Insta, vous le savez bien, on s'attache finalement aux personnes qu'on Oui, suit. On ne les connaît pas, on leur a jamais parlé, mais on a l'impression même de les connaître un peu et il se crée un attachement. Et ben, je trouve qu'avec l'application, c'est un peu la même chose. L'alliance thérapeutique, elle se crée parce que de par la discussion qu'on a, même si elle est asynchrone, et ben c'est une discussion quand même. Le patient se livre, on l'aide, on lui donne des outils. Donc moi, mon intuition quand même, c'est que l'alliance thérapeutique se crée d'une manière différente, mais elle est bien là. mm. Hyper intéressant. Hyper intéressant et effectivement, il y a des sentiments réels dans les échanges virtuels. Moi, ce que Oui, j'ai remarqué, c'est ça. On peut être blessé, même si on n'a jamais rencontré la personne. On peut être ému, même si on la connaît pas en fait. On a ces émotions-là, même virtuellement. oui, tout à Donc fait. Ouais. c'est intéressant. Et du coup, ça permet de rebondir sur l'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est votre relation aux réseaux sociaux et comment vous en êtes venu à communiquer sur Insta, sur TikTok. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes sur ces réseaux-là, que vous êtes depuis le début? Voilà. Alors sur Insta, je m'y suis mise fin 2019.
Alors, j'avais une copine qui était psy, qui était sur les réseaux sociaux et notamment sur Insta. Et je trouvais que ce qu'elle faisait, c'était vraiment sympa. Donc, au départ, je suis allée sur Instagram pour la suivre elle. Et puis après, ça m'a donné envie de m'y mettre. Donc, je me suis mise comme ça. TikTok, c'est plus récent. Je crois que j'ai commencé en décembre 2020. Et là, pour le coup, c'est grâce à ma fille, parce qu'elle est sur TikTok aussi. Et quand ma fille est sur un réseau, j'aime bien quand même télécharger le réseau pour moi, pour comprendre comment il fonctionne, pour pouvoir discuter avec elle, comprendre un peu tout ce que ça représente. Et donc, j'ai commencé comme ça sur TikTok à regarder un peu par rapport à ma fille. Et puis, j'ai trouvé ça hyper sympa. Et j'ai commencé à suivre des gens qui faisaient des TikTok pédagogiques. Donc, il y a un diététicien, il y a des médecins généralistes, des dentistes. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas des psys? C'est vrai, je me suis dit, ça peut être un format intéressant. Et on touche des personnes différentes. C'est vrai qu'il y a plus de jeunes, mais c'est en train de s'élargir aussi au niveau de la tranche d'âge. Et donc, je me suis dit, c'est vrai que de faire un peu de prévention, d'information pour les jeunes, leur donner des petits outils pour gérer leurs émotions, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc, du coup, au début, il n'y avait pas vraiment de... Est-ce qu'il y avait un lien avec votre activité? Est-ce que c'était aussi dans le but de développer votre activité ou pas du tout? C'était plus dans un but de partage de connaissances. Et du coup, est-ce Au que ça début, a un c'est... impact sur l'activité Alors, aujourd'hui? ouais, au début, c'était plus pour partager les connaissances. Après, c'est vrai que je parle de mon application, mais sur TikTok, moins, parce que c'est vrai que c'est pas. Sur l'application, par exemple, je ne reçois pas de mineurs sans autorisation parentale. Donc, c'est plus pour orienter. D'ailleurs, quand on me pose des questions, j'oriente plutôt vers la maison des ados ou. Voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai que oui, je parle de mon application, mais c'était pas le but au départ. Hmm. Après, c'est vrai qu'Instagram, TikTok, ça rend visible aussi, c'est sûr. Mm. Vous constatez que vous avez une plus forte visibilité, enfin une forte visibilité, et que vous avez beaucoup de DM, de messages privés, de choses comme Ouais. ça, j'imagine? Oui, c'est vrai, oui. Oui, j'ai pas mal de demandes privées, surtout sur Instagram, ouais. Mm. Et justement, comment vous gérez ça? Est-ce que c'est quelque chose, parce que ça peut être très, très chronophage. Donc, est-ce que vous avez des plages horaires dédiées? Comment vous organisez un petit peu votre consommation de réseaux sociaux? Alors, pour répondre aux messages des réseaux sociaux, je le fais quand j'ai le temps, quand j'ai 5 minutes. Des fois, c'est entre deux patients. J'essaye de bien cadrer, c'est-à-dire vraiment de dire qu'on ne peut pas faire de psychothérapie sur Instagram, c'est pas déontologique et puis c'est pas à l'endroit, mais j'essaye d'orienter. Donc, quand quelqu'un me parle de sa souffrance, j'essaye de dire que j'entends sa souffrance et j'essaye de lui donner des pistes. Donc, si c'est justement une personne mineure, je conseille par exemple d'en parler aux parents ou aux médecins traitants, de trouver une piste pour pouvoir en parler à quelqu'un. Je trouve que c'est déjà chouette qu'ils arrivent à faire le pas avec une psy sur les réseaux sociaux. Et du coup, je peux donner voilà, le numéro de la maison des ados de leur ville ou un numéro d'écoute. Ça m'arrive voilà, d'orienter de cette façon-là. Mais après, c'est vrai que je cadre, je ne peux pas faire de psychothérapie sur les réseaux, ça c'est sûr. Bien sûr. Et au niveau de la production du contenu, est-ce que vous avez des plages dédiées pour ça ou c'est un peu plus intuitif? C'est quand vous êtes inspiré, Alors c'est vrai que moi, on m'a conseillé de consacrer une demi-journée par semaine sur la création de posts, mais alors ça, j'arrive pas du tout à m'y tenir. Donc je fais vraiment quand j'ai du temps en fait. Donc quand j'ai du temps, quand j'ai l'idée, c'est vrai que je suis peut-être pas un très bon modèle pour ça parce que je suis pas hyper régulière. Je poste pas aux bonnes heures parce que c'est vrai que il paraît qu'il faut poster plutôt le soir. Souvent le soir, moi je suis avec les enfants, donc je pense que je suis pas un très bon modèle par rapport à ça. Je fais plutôt de façon intuitive. J'essaye de faire 3 posts par semaine sur Instagram, mais des fois c'est plus, des fois c'est moins. J'ai pas vraiment de jours dédiés. Par exemple, le lundi c'est un post comme ci, le vendredi c'est un post comme ça. Je suis pas hyper cadrée. J'essaye de rester naturelle et de faire ce que j'aime en fait.
parce que je pense que pour tenir sur la durée dans les réseaux sociaux, il faut que ça reste un plaisir. Et du coup, ben, j'essaye de faire vraiment ce que j'aime et je ne me pose pas trop de questions sur ce qui serait bien de faire pour être plus visible ou être plus reconnu par l'algorithme. Mais du coup, vous dites que c'est pas un exemple, mais justement, moi, j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui aient ce discours-là, parce que, enfin, dans le milieu, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans des logiques algorithmiques et qui en perdent le pourquoi ils le font et le sens de tout ça. Et comme vous le disiez, d'être sur une démarche beaucoup plus naturelle, beaucoup plus spontanée et de partager parce qu'on a envie de partager et pas parce qu'il faut que Mm. ça plaise à l'algorithme. C'est vraiment ce que je défends, moi, en tant quand j'accompagne des gens. Donc, ça me fait plaisir de l'entendre et de voir le valider et de voir aussi qu'on peut grossir et avoir de la visibilité sans être une machine avec tel Ouais. jour, je bloque pour les réseaux parce qu'il faut et qu'il faut que je poste le lundi à midi parce que l'algorithme me dit que c'est le bon moment. Oui. Oui, mais je pense malgré tout que ça freine un peu la croissance. Je pense que, à Ouais, mon avis, si on a vraiment une démarche d'avoir le plus d'abonnés possible, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Surtout sur TikTok, je trouve que on voit très bien là où l'algorithme veut nous emmener. Moi, c'est vrai que sur TikTok, je fais des vidéos qui me demandent un peu de montage, qui me demandent du temps, mais en fait, je m'éclate à les faire. Alors, je sais que ça serait plus productif, entre guillemets, et plus intéressant pour l'algorithme que je fasse autrement. Mais c'est vrai que je préfère faire du contenu que j'aime et que j'apprécie regarder. Mais je pense, oui, je comprends que les gens puissent vraiment rentrer dans une obligation, il faut, je dois. Mais je pense qu'en faisant comme ça, on perd vraiment tout plaisir à le faire. on perd tout plaisir à le faire. Et puis, comme vous l'avez dit, quand on est créateur, qu'on constate, c'est que c'est la durée qui fait la différence. Mm. Et si on est dans ces logiques-là, on va s'essouffler. On risque de s'essouffler en tout cas. Oui, c'est vrai. Du Mm. coup, et puis l'algorithme change tout le temps. Donc, on est à la fois obligé de suivre les évolutions de l'algorithme et de perdre l'essence qui est quand même le contenu et ce qu'on veut transmettre comme message. Euh, donc, euh, donc oui, après, ça dépend vraiment des objectifs, mais en tout cas, c'est un beau message que vous avez transmis. Euh, et est-ce qu'il y a des sujets que vous interdisez d'aborder sur les réseaux? Des sujets plus personnels ou des sujets où voilà, vous avez plus de mal, en tout cas, à aller? Non, je m'interdis rien. J'essaye, en tous les cas, que ça ait toujours un lien avec la psychologie, parce que je pense que voilà, mon compte, ben, il parle de ça. Euh, Moi, j'ai encore un petit peu de mal à sortir de ma zone de confort avec les stories. Ça, j'ai vraiment du mal avec ce format. Euh, mais après, c'est pas que je me l'interdis, c'est que je suis moins à l'aise. Mais en fait, non, je m'interdis rien. Simplement, il faut que ça ait un lien avec le thème de la psychologie. D'accord. Et du coup, est-ce que vous faites tout toute seule aujourd'hui? Parce que du coup, ça demande quand même du temps vous faites tout toute seule ou vous avez délégué quelques postes Alors, ma stagiaire en fait de temps en temps, elle me propose des idées. Donc, je sais pas, je crois qu'elle m'a fait 2 ou 3 postes. À chaque fois que c'est ma stagiaire qui le fait, je le marque dans la description du poste. Je trouve ça chouette. Elle a plein de bonnes idées. Elle peut, du coup, puis ça l'entraîne. Je trouve que c'est chouette aussi de travailler sur un post Instagram parce que ça a l'air comme ça simple, facile, mais ça demande de la recherche biblio, ça demande un peu de créativité, de mettre en forme. Donc, c'est quand même un exercice qui prend du temps et de la réflexion. Donc, je trouve que c'est un bon exercice pour ma stagiaire. Mais sinon, non, pour le moment, je fais tout toute seule. Après, ouais, peut-être que dans l'avenir, je pourrais demander l'aide à quelqu'un pour adapter, en fait, adapter le contenu aux autres réseaux sociaux. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, je fais tout toute seule. Ok. Et du coup, si je comprends bien, vous n'avez pas vraiment vous savez pas combien de temps vous y passez. Je dirais peut-être une demi-heure par jour. Ouais. Une demi-heure, je pense, entre une demi-heure et 1 heure par jour, je pense. Entre vraiment la création, les recherches, la mise en forme de mes idées.
le montage, et puis également le fait de répondre aux commentaires, de répondre aux messages. Oui, je pense que je suis entre une demi-heure et 1 heure par jour sur les réseaux. Ouais. Ça va vite, hein, ça va vite. C'est vrai. Et effectivement, parfois, c'est un exercice de synthèse. On dévalorise souvent les réseaux en disant c'est du contenu poubelle ou c'est très narcissique. Mais je pense qu'il y a de la place aussi pour du contenu éducatif. On le voit de plus en plus. Et que ça demande vraiment un effort de synthèse qui est énorme et de vulgarisation qui est énorme. De passer un message en un post avec un format très limité. C'est vraiment un bel exercice, effectivement. Oui, je trouve que c'est pas si facile que ça et c'est vrai que c'est un exercice intéressant, ouais, très intéressant. Et est-ce que vous avez déjà eu des critiques sur vos publications, des commentaires un peu haineux? Est-ce que c'est déjà arrivé et comment vous avez géré ce genre de choses? Oui, ça arrive. Ça arrive. Après, c'est quand même assez rare. Et j'essaye de me focaliser sur plutôt les bons commentaires et le soutien que je reçois parce que c'est surtout ça. Sur les réseaux, il y a quand même plus de gens qui disent ah merci, ça m'aide beaucoup, plutôt que de gens qui critiquent. Mais oui, ça arrive bien sûr. Après, je trouve que sur Instagram, il y a une super communauté de psychologues. Il n'y a pas du tout enfin de compétition, de jalousie. Il n'y a pas trop ça. Vraiment, je trouve qu'au contraire, on partage le contenu des unes et des autres. On est contente voilà, d'apprendre des choses sur d'autres orientations théoriques. Il n'y a pas du tout cette guerre entre les psychanalystes, les TCC, etc. Et je trouve que c'est vraiment une communauté qui est bienveillante. Donc ça, j'étais assez surprise en fait au début de me rendre compte de ça. Je m'y attendais pas forcément. Mm. Et D'accord. Ouais, après, des fois, certaines personnes sont un peu agacées quand je peux pas donner de conseils très concrets sur les messages privés en DM. Ça m'est arrivé voilà, qu'une personne se désabonne parce que voilà, ou m'envoie un message un peu agressif parce que j'avais pas donné de réponse, enfin pas donné la réponse qu'elle attendait. ouais. Donc voilà, ça arrive, mais c'est assez limité quand même. C'est très rare. Et justement, il y a beaucoup de créateurs qui ont cette peur de partager sur les réseaux parce qu'ils ont peur de la critique, qui sont hypersensibles et qui, voilà, qui sont même bloqués. Hein. Genre, il y en a certains qui sont même bloqués, paralysés. Ils doivent communiquer sur leur activité, mais ils n'osent pas à cause de ça, à cause de cette peur-là. Quel conseil vous donneriez à ces personnes que je croise souvent et qui ont ces blocages-là? Ben, c'est vrai que c'est dur de sortir de sa zone de confort. Moi-même, hein, pendant presque 1 an, mon compte Instagram, il n'y avait pas vraiment de photos de moi, c'était plutôt des infographies. Euh, et c'est assez récent, en fait, que je fasse des vidéos ou que je me mette un peu plus en avant. Finalement, c'est assez récent. Et j'ai dû sortir de cette zone de confort et de cette peur d'être jugée, parce qu'on en est là, c'est vraiment la peur d'être jugée. Par ses collègues, voilà, c'est quand même compliqué. Ben, je dirais que déjà, il faut avoir envie de le faire. Il ne faut pas le faire, comme on le disait, parce qu'on se sent obligé. Il faut le faire parce qu'on a envie de le faire. Et puis, peut-être se donner des petits défis, sortir petit à petit de sa zone de confort. Moi, j'ai essayé de faire comme ça. Au début, c'était une photo, puis après, vraiment une petite vidéo, mais travailler et monter, couper. Donc, je me sentais plus à l'aise. Et puis maintenant, bon, ben, je sors de plus en plus de ma zone de confort, mais je crois qu'il faut y aller pas par pas, et se mettre des petits défis avec des sous-objectifs. Un peu comme dans la TCC, il y a cette désensibilisation, hein, ce que vous Oui, avez c'est décrit ça. là, sur les réseaux aussi, c'est-à-dire y aller petit à petit et effectivement peut-être pas livrer quelque chose de très intime au début, mais voilà, partager déjà sur son activité en ne se montrant pas. Et c'est vrai que
moi, je viens de l'écrit et la vidéo m'a beaucoup coûté. En fait, j'ai réalisé que se mettre devant une vidéo, devant une caméra, c'était waouh, c'était très, 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 très dur. C'était très, 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 très dur. Et du coup, moi, je viens de l'écriture. Et est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous scriptez vos contenus? Quel lien vous avez avec l'écriture, justement? Alors, moi, je suis dyslexique. Alors, j'ai un lien compliqué avec l'écriture. Donc, c'est vrai D'accord. que les infographies et les petites vidéos, ça me va bien. Parce que l'écriture, c'est compliqué pour moi. Alors, je le fais, mais ça me demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais voilà, après, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire par rapport à ça. Je pense en tous les cas que ce qui est important, c'est de rester aligné en fait avec ses valeurs. Peu importe le format qu'on donne. Et comme on disait tout à l'heure, pour mieux assumer les avis désagréables ou les avis contraires, le fait de se dire, moi, là, avec mon contenu, je suis OK, c'est en lien avec mes valeurs, je suis alignée, ça permet plus facilement de supporter les avis négatifs. Mais je pense que, comme on le disait tout à l'heure, il faut rester naturel et faire ce qui est facile pour nous, plutôt se focaliser sur nos points forts plutôt que d'essayer de combler nos points faibles. Hmm. Tout à fait. Après, il y a aussi cette question de est-ce que comment dire? Parce que dans la vidéo, il y a cette partie de jeu aussi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et du coup, est-ce qu'on peut être 100% naturel à la vidéo? Moi, je me suis posé la question parce que en tant qu'introverti, à la vidéo, il faut quand même comment dire, sortir un petit peu de sa coquille pour jouer un petit peu. On est face au regard des autres, on a ce côté, enfin, pas théâtre, mais presque. Et du Si, coup, oui. est-ce qu'on peut vraiment rester naturel? C'est une question que je me suis posée. Le plus possible, bien sûr, mais Ben, je pense que oui, c'est une part, enfin, on reste naturel, c'est notre personnalité, mais peut-être qu'on accentue un peu. Mais moi, quand je regarde les contenus des autres psys, on voit bien en fait la personnalité des unes et des autres, je trouve. On a une sensibilité qui peut être différente et qu'on retrouve quand même d'une vidéo à l'autre. Donc, je pense qu'on accentue un peu, mais on reste soi-même. Enfin, moi, je le vois un petit peu comme ça. Mais oui, c'est une bonne question. Ouais. mais en tout cas, il vaut mieux parce que bah, inversement, moi j'ai rencontré des créateurs qui étaient aimés pour ce qu'ils n'étaient pas et c'est très difficile à gérer au niveau psychologique en fait. Quand on construit un personnage et qu'on s'enferme dans ce personnage-là, ça peut avoir des effets. En tout cas, je pense que dans les prochaines années, il y aura un grand sujet sur ces questions-là qui sont passionnantes. Oui, ça me fait Mais penser au filtre sur TikTok. C'est assez piégeux, ça. C'est vrai que oui, oui, il faut faire attention, voilà, de rester naturel et de pas s'enfermer dans un masque, quoi. C'est intéressant ce que vous dites. C'est vraiment important. Et puis se dire que c'est mieux d'être aimé pour soi et même ne pas être aimé pour ce qu'on est, pour soi, plutôt que d'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Oui, c'est très très juste. C'est vrai que c'est important d'essayer de rester soi-même. Et les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué parce que si on se compare aux autres, on a l'impression voilà, que la vie des autres est géniale, que les autres sont hyper intéressants, hyper intelligents. On a l'impression que c'est facile, voilà, on s'est mis devant la caméra et on a tout sorti comme ça. Mais non, il y a un travail de recherche qu'on ne voit pas forcément, il y a un travail de montage, donc forcément, c'est pas représentatif de la réalité en fait. mm, Donc, tout si à on doit fait. se comparer, moi, je trouve que c'est plus intéressant de se comparer avec soi-même, se dire, tiens, quand j'ai commencé sur les réseaux, je faisais tel type de poste et là, j'ai pris en compétences, les postes que je fais sont plus structurés, sont plus jolis. De plus, voilà, se comparer vis-à-vis de soi-même pour voir l'évolution plutôt que se comparer à l'autre. Parce que nous, on sait ce qu'on y a mis comme travail, comme énergie, mais on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. C'est qu'une photographie à un instant donné, c'est pas très représentatif. Oui, tout à fait. Et moi, je conseille aussi de se comparer à des gens qui sont décédés. Alors, c'est un peu bizarre comme ça, mais Ouais. ouais. Moi, je me compare des fois à Victor. Je me dis, ah, qu'aurait fait Victor Hugo dans ces situations ou qu'aurait fait Dali? Et en fait, le fait qu'il soit mort, et ben, du coup, ça enlève toute pression parce qu'on se dit pas, enfin, je sais pas comment dire, Hmm. ça enlève la pression et puis on a quelque chose d'excellent en fait. Du Hmm. coup, ça nous pousse à l'excellence
sans nous être dans la comparaison permanente et dans la course, cette course donc ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Question pour en revenir un peu plus sur les sujets psycho. Oui. Est-ce qu'il y a un concept psycho qui a eu le plus d'impact dans votre vie et pourquoi? Moi, personnellement, c'est l'inconscient de Jung qui m'a beaucoup chamboulée. D'accord. Donc, voilà, est-ce qu'il y en a un à titre personnel qui vous a fait un effet comme ça? Waouh, je découvre une part inconnue de moi-même. Moi, c'est vraiment les thérapies d'acceptation et d'engagement, et notamment la notion de fusion cognitive. Ça, je trouve que quand on comprend qu'on n'est pas obligé de croire à toutes ses pensées, qu'on n'est pas obligé d'obéir à toutes ses pensées, on gagne en liberté, en fait. C'est pas je pense, c'est j'observe que je pense. Et finalement, cette pensée que j'ai, tu vas pas y arriver, t'es nul. Je suis pas obligée d'y croire, je suis pas obligée d'y adhérer, je suis pas obligée de la décortiquer. Je peux juste la laisser passer, comme je laisserais passer un nuage dans le ciel. On peut pas les modifier, on peut pas changer leur forme, les supprimer. On peut juste les regarder passer. Et ça, moi, je trouve que personnellement, ça m'a beaucoup aidée de me dire, tiens, j'observe mes pensées, mais je leur obéis pas. Et voilà, c'est juste des voix, c'est juste des phrases. Mon cerveau est conçu pour créer du contenu, il en crée, mais il n'est pas toujours pertinent et utile. Hmm. Et cette thérapie, elle s'apparente à la pleine conscience? C'est Oui, quoi tout la à fait. différence en fait? Alors, dans la thérapie ACT, il y a différents axes de travail, la flexibilité cognitive, la diffusion, la diffusion et aussi la pleine conscience. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être observateur de ce qui se passe, tant au niveau de notre corps qu'au niveau de notre tête, qu'au niveau, voilà, on essaye vraiment d'être dans l'observation, dans le non-jugement. Oui, la diffusion cognitive, avant de réussir à faire ça, il faut déjà être en conscience de ce qui se passe. Ouais. Hmm. Ok. Donc, la pleine conscience, oui, c'est hyper important aussi parce que le fait de rester ici et maintenant, ben, on se rend compte que c'est vachement confortable parce qu'on est souvent en train d'anticiper un futur qui n'existe pas et qui pourrait ne jamais exister tel qu'on l'imagine, ou en train de ruminer un truc qui n'existe plus. Et du coup, on souffre beaucoup d'être dans ces deux temps-là. Alors que si on se recentre dans l'instant présent, eh ben, avec ce qu'il y a, on ne cherche pas à se sentir bien, on ne cherche pas à se sentir détendu, mais on se recentre ici et maintenant. Ben, ça aussi, c'est très soulageant, je trouve, de pratiquer ça au quotidien. Oui. Et vous pratiquez du coup la pleine conscience au quotidien? Parce que- Oui, beaucoup. Moi, j'aime bien la pratiquer de manière informelle, c'est-à-dire quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là. Vraiment tout au long de ma journée, je fais des petites pauses de pleine conscience et ça, je trouve ça très confortable. Après, je fais aussi des méditations en pleine conscience. J'en fais bien une par jour. J'essaye d'initier là mon fils de 3 ans, 3 ans et demi à la pleine conscience et on fait des petites méditations le soir en rentrant de l'école de 2-3 minutes. C'est chouette. Et ça, je trouve que c'est vraiment une super méthode, que ce soit pour les enfants, pour les adultes. On devrait tous apprendre ça parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et puis, les études montrent bien que ça a un impact sur le long terme, sur le stress, sur la dépression. C'est vraiment très intéressant comme méthode. Et moi, j'ai des petits moments comme ça en pleine conscience dans ma journée, notamment entre deux patients. Les pas que je fais entre mon cabinet et le couloir qui ramène le patient en salle d'attente, ben, j'essaye de faire vraiment tout en pleine conscience. J'ouvre la porte en pleine conscience, je fais les quelques pas en pleine conscience et ça m'aide à me recentrer finalement, à finir, à fermer le livre, je dirais, du patient d'avant et ensuite de pouvoir l'ouvrir pour le patient d'après. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh, et du coup, mes journées sont plus zen en fait. Hmm. Super image, effectivement. Et est-ce que, enfin, moi, je vois quand même que le fait d'être sur les réseaux, d'être sur, ça nous éloigne aussi de ce présent euh, et de la pleine conscience. Enfin, moi, je l'ai vu personnellement, le fait d'être sur les réseaux, ça m'a beaucoup, enfin, j'ai une relation un peu particulière, ça peut être stressant, angoissant comme vous le dites, parce qu'on est dans la projection de ah, il a mieux fait que moi ou ah, j'ai fait un mauvais contenu ou ces choses-là.
Et des fois, c'est difficile de revenir justement, si on est trop connecté, de revenir dans ces phases d'ici et maintenant. Oui, c'est sûr que c'est un peu hypnotisant ces réseaux, hein. Des fois, on y va pour 5 minutes et puis on se rend compte qu'une demi-heure est passée. On est un peu comme hypnotisé par l'écran à certains moments. Ouais. Ouais, c'est important de se mettre des limites aussi, je trouve. Moi, j'ai activé, comment ça s'appelle, l'option bien-être, je ne sais plus comment ça numérique, s'appelle. Ouais, non, c'est bien-être pas numérique. numérique. Et du coup, quand j'ai passé une demi-heure dessus, ça m'envoie un petit message. Donc ça, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de prendre conscience. Et au moment où on a le message, voilà, après, on peut prendre le choix consciemment, je continue ou j'arrête. Mais on n'est pas happé comme ça. Mm. Oui, ça c'est l'option que tout le monde devrait activer pour juste avoir conscience de son utilisation et du fait qu'on y passe plus de temps généralement qu'on Ouais, croit en fait. c'est sûr. Et dernière question sur comment capter l'attention, qui est un enjeu de beaucoup de gens. Est-ce que vous avez des conseils pour justement, parce que vous arrivez assez bien, je trouve, à capter l'attention pour transmettre des messages? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé ou c'est simplement naturel et vous n'avez peut-être pas intellectualisé ça? Alors, ça dépend du type de contenu. Pour TikTok, il a fallu quand même que je comprenne comment ça fonctionne. Et effectivement, mes premières vidéos, elles n'étaient pas suffisamment impactantes dans les premières secondes. Je crois que sur TikTok, c'est hyper important d'attirer l'attention dans les premières secondes de la vidéo. Donc ça, j'ai appris un peu à le faire en essayant d'avoir un début un peu plus journalistique, quoi. De vraiment tout de suite essayer d'attirer l'attention. Donc, je ne sais pas si j'arrive toujours bien à le faire, mais en tous les cas, c'est quelque chose que j'essaye de faire pour TikTok. Pour Instagram, je dirais que quand je faisais mes petites infographies, j'essayais voilà, d'être très visuelle, en une ou deux images, de bien synthétiser les choses et que ce soit agréable à regarder. Donc voilà. Après, non, sur Instagram, c'est peut-être moins réfléchi. J'essaye d'être synthétique, tout simplement. Et entre les deux, vous avez un préféré? Ben non, j'aime bien les deux pour des raisons très différentes. Sur Instagram, finalement, je suis plus suivie par des psys ou des sophrologues. Je dirais que mon audience, c'est plutôt des collègues, des professionnels. Alors que sur TikTok, c'est plutôt des jeunes, des ados ou des jeunes adultes. Et je trouve que du coup, ça apporte des choses très différentes. Donc les deux sont hyper intéressants. Après, j'aime bien la vidéo. Vraiment, je trouve que je me suis prise au jeu. Vraiment, au début, j'hésitais. Et puis finalement, je trouve ça hyper sympa de faire des petites vidéos comme ça, très courtes. Et je trouve que c'est plus accessible justement pour les jeunes. Les jeunes ne vont pas forcément lire du contenu. Même une image synthétique, c'est peut-être pas trop leur format. Alors qu'une petite vidéo qui fait entre 30 secondes et une minute, oui, là, ils vont beaucoup plus prendre l'information. Donc, je pense que c'est hyper important pour s'adapter à ce public-là de faire des vidéos. Moi, c'était aussi un peu mon combat de dire, parce que moi, je viens de l'écrit et mes articles sont très longs en général. Et du coup, je voulais vraiment donner un petit peu l'envie d'aller plus loin. Et je me dis, la vidéo, c'est un bon moyen de sensibiliser. Moi, il y a plein de vidéos qui m'ont fait découvrir des penseurs. Et après, j'ai lu, en fait. Et le fait d'avoir la petite vidéo, euh, c'est comme quand on va se baigner. Ça nous donne envie de plonger. Ça nous donne Ah, c'est bien, ouais. Oui, c'est le C'est premier le pas. Ouais. premier pas. On met un petit peu le pied pour voir si l'eau est froide ou chaude. Et puis, si on voit qu'elle est chaude, on a envie d'y aller. Donc c'est pour ça que j'avais fait des vidéos au début. Euh, et du coup, vous dites que ça vous apporte, en fait, que les réseaux sociaux vous apportent. Et ça vous apporte quoi? Moi, en tous les cas, je suis très contente d'aider et de faire ma
part sur la prévention. Et ça, je trouve ça vraiment valorisant, hein, et puis, je trouve ça hyper important. C'est vraiment mon combat depuis toujours d'essayer vraiment de sensibiliser les gens, de dédramatiser la psychothérapie. Voilà, dans beaucoup... Enfin, dans l'inconscient collectif, la psychothérapie, c'est être allongé sur un divan et juste raconter sa vie. Et moi, c'est important pour moi de montrer et de rendre la psy accessible, de montrer que c'est pas ça, que non, on travaille sur des choses concrètes, que ça peut être ludique et du coup d'aider les gens à franchir le cap, d'aller voir un psy, parce que ça peut être tellement important. Je trouve que des fois, on n'est pas dans la pathologie, mais on n'est pas bien, il y a un certain mal-être. Et bien de faire 3-4 séances à ce moment-là, eh ben, ça peut permettre d'aller vachement mieux et de ne pas chuter plus tard dans un truc qui va être plus difficile à traiter. Donc, c'est vraiment un combat pour moi de rendre la psychothérapie accessible à tous. Donc, ça m'apporte ça, je pense. Et justement, comment vous voyez le fait que le coaching, qui j'ai l'impression que les gens aujourd'hui ont beaucoup plus de facilité, ou en tout cas c'est beaucoup plus tendance de dire je vais chez un coach, alors que au final ils auraient peut-être besoin de psy en fait. Et c'est quoi pour vous la différence entre les deux et comment vous voyez ça en fait? Alors, la différence, c'est déjà la formation qui n'est pas la même. Et ensuite, c'est l'accompagnement qui est un petit peu différent. Dans la psychothérapie, vraiment, on est sur le fait de trouver des solutions, en tous les cas dans les TCC, vous voyez, alors que le coaching, je pense que c'est plus un accompagnement, une aide, vraiment. Mais ça peut être intéressant aussi. Moi, j'ai une formation de coach de vie. Donc, je connais un peu les deux parties. Et il y a des fois, en psychothérapie, j'utilise des outils de coaching. Donc, moi, je trouve ça très bien, le coaching. Et puis, en fait, les coachs savent où se trouve la limite quand ils sont face à quelqu'un qui aurait besoin de voir un psy, eh bien, ils réorientent, en fait. Donc, moi, je suis plutôt pour le coaching. Je trouve ça vraiment super que les gens aient envie d'aller mieux et fassent des démarches dans ce sens-là. On ne fait pas le même métier, c'est tout, mais après, je trouve que les deux sont intéressants et importants. Sont complémentaires. Moi, on m'avait dit que la différence, c'était que le psy va travailler sur le pourquoi, le fameux pourquoi, alors que le coach va travailler plus sur l'objectif, le comment. Mais c'est pas, enfin pour moi, c'est pas aussi simple que ça, parce que même quand on travaille sur un objectif, si on n'a pas le pourquoi, ça va pas être durable en fait. Alors en fait, en TCC, nous, on travaille déjà sur le comment faire pour aller mieux. On travaille un peu sur le pourquoi, mais c'est plutôt les psychanalystes qui vont travailler sur le pourquoi. Nous, on comprend le mécanisme, par exemple le conditionnement qui a amené à l'apparition de la phobie. On le travaille, mais on ne va pas chercher dans l'inconscient, justement, en TCC. On reste plutôt sur du concret, sur ce qui se passe, le mécanisme, les pensées, les émotions, le comportement, le lien entre ces trois axes-là. Donc, on est déjà, nous, sur le comment faire pour aller mieux. C'est pour ça que la différence, c'est plutôt sur la forme de l'accompagnement et sur ce qu'on recherche, en fait, dans le coaching et la psychothérapie. C'est vraiment deux choses un peu différentes et ça dépend aussi de notre problématique, en fait. Il y a des problématiques qui vont être plus intéressantes de traiter avec la psychothérapie et d'autres qui vont être plus intéressantes de traiter avec des TCC. D'accord. Avec du Et coaching. le coaching, on est plus dans le développement personnel, en fait. C'est pour, précis, c'est clac, c'est carré. Et c'est vrai qu'on a un objectif peut-être qui est plus précis au départ. C'est pour un souci particulier, en fait. Avec les TCC, on vient avec un objectif thérapeutique, mais on peut explorer vraiment les mécanismes, les traits de personnalité. Voilà, on peut peut-être aller un peu plus loin. Donc, je pense que vraiment, c'est peut-être ça la différence. Enfin, pour moi. Ok, c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Dernière petite question moi, je lis beaucoup. La lecture fait partie de ma vie. Est-ce que vous aussi, et est-ce que vous avez un livre préféré à nous recommander?
Ouais, alors moi je lis beaucoup, mais pas que de la psycho, mais je Oui, lis oui, beaucoup. bah, Ouais. Après, en psycho, moi le livre que j'ai adoré, que je conseille très très souvent, c'est le livre de Tal Ben-Shahar qui s'appelle L'apprentissage de l'imperfection. Alors moi je suis une ancienne perfectionniste, ah, donc ce livre m'a beaucoup aidée. Je trouve qu'il est concret. Il y a pas mal, enfin l'axe, c'est un peu l'axe pleine conscience justement. Il se lit pas d'une traite, il faut le lire vraiment en prenant le temps, mais le psy qui a écrit le livre se mouille beaucoup, il donne beaucoup d'exemples personnels qui font écho quand même, hein. On se reconnaît à chaque page, hein, pour les gens qui ont ce problème-là. Et il y a pas mal de pistes de réflexion. À la fin de chaque chapitre, il y a un petit peu des questions, des pistes. Donc, je le trouve vraiment hyper intéressant. Et puis, il donne quand même plein de billes pour essayer de moins être perfectionniste, mais être optimaliste. Voilà, de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça, je trouve que c'est génial. et du coup, vous avez un petit tips pour les gens qui sont perfectionnistes, qui vous a aidé en tout cas? Eh ben, moi, j'ai fait des petits défis d'imperfection. Voilà, je me suis dit tous les jours, tu fais un petit défi d'imperfection. Donc, ça pouvait être de pas saler mes pâtes, ça peut être de faire une faute. Bah, ça, c'est pas trop dur, hein, mais faire une faute dans un mail, voilà, d'essayer d'avoir des petits défis qui montrent mon imperfection aux autres et de se rendre compte que ce qui se passe, c'est pas dramatique, voire même la plupart des gens le remarquent pas ou ne vont pas me juger par rapport à ça. Donc, si j'avais des hypothèses, par exemple, si je fais trop cuire mes pâtes, alors on va me faire des remarques négatives, la soirée va être fichue, je sais pas, un truc comme ça, et ben je le fais et j'observe ce qui se passe. Est-ce que vraiment ce que j'imaginais, ce que j'anticipais, s'est passé? Et du coup, petit à petit, comme ça, on essaye de lâcher prise. Ah, c'est intéressant parce qu'on a on a ça en copywriting, donc dans l'écriture pour vendre. On a fait des tests sur des mails avec des fautes, en fait, et des mails sans faute. Et on Ah a oui? remarqué que les mails avec des fautes avaient de meilleurs résultats en termes de vente que les mails sans faute, parce que ça contribuait à humaniser en fait la personne. Et c'était assez surprenant. Moi, quand j'ai vu ça, parce que c'était un gros complexe aussi à un moment, et ça m'a vraiment permis de lâcher prise sur ça, de dire bah finalement on s'en fait des tonnes, alors que ce que les gens aiment, c'est aussi ces imperfections. Finalement, on tombe amoureux des imperfections. Oui, c'est Euh, intéressant ce que vous dites. C'est ça, c'est en fait être imparfait, eh ben, ça nous rend humains, sympathiques. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais. C'est hyper intéressant de se rendre compte de ça et de se dire que bah oui, on peut lâcher prise un petit peu. Alors après, c'est important de le faire pas à pas, quoi. D'y aller doucement, de ne pas être trop dans le tout ou rien, ce qui peut être oui, le cas quand on est un peu dans le contrôle ou perfectionniste, mais ouais, de tester. Voilà. J'aime bien l'idée d'être un petit scientifique. Le scientifique, il a des hypothèses, donc il les note, et puis ensuite il les met en pratique, et ensuite il en tire des conclusions. Ben, c'est vrai que moi, j'ai essayé de faire un peu comme ça pour mon perfectionnisme. super. Bah oui. Merci pour ce conseil, effectivement. Et puis, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous aimeriez, à laquelle vous auriez aimé répondre? Ben non, là, je crois qu'on a fait, On a on a fait fait un petit déjà un beau tour. tour de la situation. Je réfléchis. Non. Ok, bah, merci en tout cas pour cet échange. C'était super intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Et puis, bah, j'invite tous ceux qui veulent découvrir bah, votre approche et vos contenus à bah, vous retrouver sur Instagram ou sur TikTok. C'est votre compte, c'est Delphine Synergie. C'est Synergie-Delphine Pi. Je mettrai en commentaire tous les liens pour que les gens puissent les retrouver facilement. En tout cas, je vous remercie. Ben, merci Euh, pour votre invitation, c'était très sympathique. Merci beaucoup.